Convaincue que l'entrepreneuriat social et solidaire est l'une des façons les plus efficaces pour développer des solutions concrètes face à l'urgence des défis sociaux, écologiques et sociétaux, la Massif, assureur mutualiste, soutient le podcast Changer la norme. Et oui, la Massif fait le pari d'un monde plus solidaire, plus responsable, le pari d'une économie positive grâce à notre mobilisation et celle des acteurs du changement. Je veux montrer à toute la France que j'adore de vivre et je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Du street fundraising en passant par la communication responsable, l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans leur carrière professionnelle ou dans leur reconstruction, tout en s'impliquant dans des mouvements défendant l'entrepreneuriat social. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un épisode un peu particulier car je reçois Jonathan Jérémiaz, qui est littéralement un serial entrepreneur avec non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 4 structures fondées et pilotées. Andiamo, une ESUS spécialisée dans l'organisation d'événements et de conférences de sensibilisation au handicap. Voix publique, une agence de communication spécialisée dans l'intérêt général et la mobilisation citoyenne. Comme les autres, une association qui aide les personnes handicapées suite à un accident de la vie dans leur reconstruction. Et la société ONG Conseil France, qui collecte des fonds pour les associations d'intérêt général. Je m'appelle Flavie Després, j'ai cofondé et je dirige le média dédié aux acteurs de l'engagement Care News. Dans Changer la norme, je reçois des entrepreneurs sociaux et à impact. Ces femmes et ces hommes ont choisi d'entreprendre différemment en plaçant l'humain, la société et la planète avant le profit. Ce choix ne fait pas d'elles et d'eux des rêveurs ou des idéalistes. Pragmatiques, volontaires, talentueux, ils sont entrepreneurs avant tout et gèrent des galères, des chiffres, des ambitions et des équipes, cheminant souvent rapidement entre des succès et des moments de creux. Comment Jonathan Jérémiaz concilie-t-il l'ensemble de ses activités ? Comment a-t-il réussi à imaginer et faire fonctionner plusieurs structures à impact au même moment ? Dans cet épisode, découvrez son parcours riche, ses engagements multiples, il a été président du Move, aujourd'hui Impact France, et le développement de ses projets, avec un intérêt particulier sur Comme les autres, qui vient de gagner un contrat à impact social, structuré par BNP Paribas et Nantucket Capital, avec une dizaine d'investisseurs, dont la Banque des Territoires, BNP Paribas Asset Management et le Fonds européen d'investissement. Salut. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ça me fait plaisir. Ça fait quand même... C'est la 7e saison de Changer la norme. Et je n'avais pas réalisé que je ne t'avais pas convié. Donc je me suis empressée de réparer cette erreur quand même. Tu gardes le meilleur pour la fin peut-être. Oui, alors la fin, je me le souhaite pas. Mais... pour le milieu. Disons, non, mais c'est un renouveau, une renaissance. Merci beaucoup d'être ici pour nous parler. Et ça va être un sacré défi parce que je crois que tu es le premier invité qui a fait autant de choses dans l'ESS et dans l'impact en finalement pas beaucoup de temps, même pas une petite vingtaine d'années. Ouais, une quinzaine d'années. Ouais. Une quinzaine d'années. Bon, écoute, moi je propose que tu nous emmènes sur le chemin de ces 15 ans d'entrepreneuriat social. On va essayer de mettre des balises parce que moi je connais plutôt bien, mais pour les gens qui ne connaissent pas forcément, que tu nous dises, je sais pas, tu préfères qu'on fasse par ordre chronologique, peut-être, c'est plus simple. Ouais, je pense que je ferai peut-être des flashbacks. Oh là, alors on s'accroche, on est tous très attentifs, et commençons par le début. Vas-y. C'est parti. C'est quoi la première Ma première expérience entrepreneuriale, c'est ONG Conseil. C'est une entreprise qui a été pionnière dans la collecte d'argent dans la rue pour les associations. Donc les gens avec des kawaii fluo que tu vois à la sortie du métro. Que j'ai été moi-même pendant 2 ans quand j'étais étudiant. Donc j'ai été recruteur d'adhérents pour Greenpeace, de donateurs pour CARE, WWF. Et tu y arrivais bien ? J'étais bon. Ah, j'étais sûr. Et j'ai eu une autre chance, c'est que cette entreprise, elle a très bien fonctionné puisqu'elle est passée de 0 à 300 salariés en 2 ans. Ah, c'est énorme. Ouais, c'est la croissance de Facebook au départ. C'était quoi, 2005 ? 2004, c'est parce qu'on était les premiers.
On était pionniers et qu'on rapportait beaucoup d'argent aux associations. Et qu'elles nous faisaient confiance parce qu'on faisait ça en cohérence avec leurs propres valeurs. Donc avec un modèle d'entreprise sociale, sans que je sache à ce moment-là que ça s'appelait comme ça, c'est-à-dire poursuite d'utilité sociale et puis lucrativité limitée, partage du bénéfice avec les salariés, et puis régulation des rémunérations aussi, en fonction de la taille de la structure. Et pour qu'on se rende compte, c'est un volume de collecte qui a dû changer peut-être avec Internet qui s'est développé, mais ça représente quoi comme volume de collecte ? Ça a révolutionné le fundraising en France. Alors, moi, j'ai dirigé cette entreprise pendant 15 ans. Je l'ai quittée il y a quelques années avec une clause de non-concurrence qui vient de s'éteindre. Donc là, je reprends du service chez le nouveau leader qui s'appelle l'Agence Solidaire et qui emploie 150 personnes actuellement. Et alors, grosso modo, c'est 1 milliard d'euros collectés pour une 50aine d'associations françaises en une quinzaine d'années. Donc, c'est des montants qui sont très importants. Et puis avec surtout une particularité, c'est que c'est un modèle qui a permis de recruter des jeunes donateurs, ce que ne faisaient pas les médias traditionnels, et puis de les fidéliser tout en les recrutant, puisque ce qu'on met en place dans la rue, ce sont des prélèvements automatiques, directement. Voilà, donc ça a été ma première expérience où j'ai beaucoup appris, parce que j'avais 24 ans quand on est passé de 0 à 300 salariés en 2 ans. Oui, voilà. C'est jeune. Voilà, et donc on sait aussi, on a essayé à l'international, Belgique, Suisse, Maroc. Mais voilà, le gros aujourd'hui, ça se passe en France. Et donc avec l'Agence Solidaire. Et puis, 7-8 ans après la création de cette structure, avec celui qui dirigeait la filiale canadienne, on a monté une agence qui s'appelle Voix Publique, qui est une agence de mobilisation citoyenne, toujours utilisant ce savoir-faire du face-à-face. Mais là, non plus pour collecter de l'argent, mais pour accompagner des citoyens dans leur passage à l'action concrète pour une cause d'intérêt général, qui n'est pas donner de l'argent. Alors, on a 3 axes d'intervention: santé, environnement, démocratie participative. Démocratie participative, c'est accompagner des collectivités locales dans leur dispositif de concertation ou de budget participatif. C'est un peu la mobilisation du dernier kilomètre ou du dernier mètre. C'est pour que ceux qui n'ont pas l'habitude de participer, donc pas les associations classiques, le citoyen lambda, puissent s'impliquer dans les dispositifs de démocratie participative. Ensuite, on a en santé, l'exemple le plus illustratif, c'est le recrutement de donneurs de sang. Donc là, on est sur les lieux publics et on accompagne les passants jusqu'au camion de dons ou la maison de dons d'à côté. Donc là, on évalue... donc tu as un vrai truc avec aller chercher des gens dans la rue. Quand même, je fais que ça, moi, depuis toujours. C'est de mobiliser en face à face des personnes pour qu'elles s'engagent. Okay. J'ai jamais fait autre chose. Même aujourd'hui, quand je vais chercher des partenaires pour telle ou telle structure, c'est toujours ça que je fais. En fait, je suis là dans un bureau. Alors, je suis pas forcément dans la rue, mais pour convaincre de s'engager. Dans le quartier d'Opéra, là où il y a toutes les banques. Voilà, c'est plus ça maintenant. Mais oui, c'est toujours la même chose. En fait, j'ai l'impression que je fais toujours la même chose. Alors, attends, pour qu'on reprenne. Donc, ONG Conseil, donc 2004 pendant 15 2019, ans. Voilà, 2000... feuilletage 2012, donc depuis 10 ans, Voix Publique, donc toujours de la mobilisation, mais donc on a bien compris, pas sous forme de dons, mais sous forme de gestes ou de dons de soi ou de temps. Ensuite, attends, il m'en reste 2. Ensuite, il y a le handicap. Ouais. C'est là que je vais faire un petit flashback. Vas-y. Donc là, on est début de l'année 2000. Au sport d'hiver en famille, et il y a un drame qui se produit, un drame personnel, familial, que j'ai déjà raconté pas mal de fois, qui est un accident de ski de mon petit frère Mickaël. Donc c'était un concours de saut improvisé entre lui et mon meilleur ami, dont j'étais l'initiateur et l'arbitre, sur la 3e bosse d'un snowpark. Et il y avait mon autre petit frère Benjamin qui était dans le public, et mon petit cousin. Et Mickaël, il a fait un acte un peu fou, il a fait un tout droit du haut du snowpark, première bosse, 2e bosse, il n'a pas ralenti, et à la 3e, il a littéralement décollé, probablement perdu connaissance d'ailleurs au décollage, ce qui lui a peut-être sauvé la vie parce que son corps s'est assoupli en l'air. Et donc après cette chute terrible de 8-10 mètres, alors même que moi sur le coup j'ai cru qu'il était mort, heureusement il ne l'était pas. Il se plaignait un petit peu de son dos alors que ses jambes avaient triplé de volume, il était multifracturé au fémur, donc en fait on a compris assez vite qu'il avait été touché à la moelle épinière. Et en fait il est devenu paraplégique suite à cet accident, donc il se déplace
en fauteuil roulant depuis l'âge de 18 ans. Et là où l'histoire devient plus sympathique et puis même entrepreneuriale, sportive, c'est qu'il a connu un rebond incroyable. Est-ce que c'est un sportif de haut niveau ? Ah bah c'est pas un sportif de haut niveau, Flavie, c'est un des plus grands champions de l'histoire du handisport français. Oui, alors pardon, c'était pas du tout dépréciatif, c'est parce que tu dis voilà, en fait pour moi c'est quand même le mec qui le représente, tu vois, c'est juste je sais pas, tu le dis un peu doucement comme ça, genre il a fait du sport. Attends, j'y arrive. Non, il est devenu numéro 1 mondial de tennis en fauteuil. Donc 5 ans après son accident, il a été multimédaillé aux Jeux paralympiques et il a été porte-drapeau de la délégation française aux Jeux de Rio en 2016. Et puis il a réussi aussi sa reconversion. Il fait des conférences, il est consultant, il a une société de production de films à impact. Et il a monté une famille d'hyperactifs quand même. Un peu. Il a monté un tournoi de tennis fauteuil qui est en train de devenir un des plus grands tournois de tennis fauteuil au monde. Donc bon, il a eu ce rebond, comme on dit, assez exceptionnel. Et moi, en fait, j'ai eu envie à un moment de partager cette histoire en dehors de la famille. Et ça s'est combiné à mon expérience entrepreneuriale et ça a donné naissance à 2 autres structures, donc Andiamo et Comme les autres. Donc Andiamo, c'est une entreprise qui accompagne des sportifs de haut niveau handicapés dans leur parcours sportif en leur trouvant des financements. Donc on est agent de sportifs de haut niveau handicapés et on est maintenant surtout une agence événementielle de sensibilisation au handicap par le sport et de promotion des parasports. Donc on organise des événements pour des entreprises ou des collectivités locales où on met les personnes en situation de handicap pour qu'elles prennent conscience des difficultés. On les fait assister à des démonstrations de champions handisport pour qu'elles prennent conscience à quel point on peut être performant et compétent malgré un handicap, même lourd. Et puis en général, on organise des jeux, des compétitions et ça a des effets forts sur les changements de regard et de comportement sur le handicap. Et c'est en train de pas mal se développer en Andiamo avec la dynamique de Paris 2024 en perspective où en gros, nous, notre idée, notre objectif, c'est que le maximum de Français en amont des Jeux aient été sensibilisés, acculturés au handicap et au handisport pour que les Jeux paralympiques soient une réussite et un vrai tremplin pour l'amélioration de la vie des personnes handicapées en France. Puis il va y avoir aussi, tu me dis si je me trompe et si tu peux nous en dire quelques mots, mais tu as le regard des Français, mais tu as aussi, moi je l'ai vu, en fait je le vois dans les pubs qui sont en train de sortir, la mobilisation aussi des entreprises. Qui sponsorise, je ne sais pas comment ça s'appelle quand tu mentors un sportif qui en plus, comme ça n'est pas son métier, un travail et peut-être qu'il y a beaucoup d'entreprises à embarquer ou déjà embarquées parce qu'on est quand même fin 2022. Donc, nous, c'est notre première cible, c'est les entreprises puisqu'elles sponsorisent. C'est peut-être ça, c'est du sponsoring de sportifs, elles sponsorisent, mais elles ont aussi des objectifs en termes d'emploi, donc parfois elles font des contrats avec les sportifs pour leur reconversion. Donc oui, il y a les entreprises, il y a les collectivités locales et puis il y a la société dans son ensemble. Il faut savoir que les Jeux paralympiques, c'est une occasion unique pour un pays de faire progresser très rapidement les conditions de vie des personnes handicapées dans le pays parce que c'est un coup de projecteur tel qu'on peut faire avancer fortement, rapidement la cause à cette occasion. Tout comme la cause du sport, d'ailleurs, pour les Jeux olympiques et paralympiques en général. C'est un moment pour un pays de faire progresser la pratique sportive qui est unique parce qu'il y a une telle mobilisation de l'ensemble de la société qu'on peut avoir des progrès importants. Et puis la mobilisation, effectivement, pour l'accessibilité, qui à Paris doit être un petit sujet. Le métro, par exemple, qui est quasi totalement inaccessible. Et puis bien d'autres choses. Ouais, on n'est pas les plus en avance. Mais peut-être que ça va ouvrir des envies, ou bien du moins mettre des échéances assez fortes de nécessité, quoi. Ouais, mais à vrai dire, à ce stade, on est pas mal en retard. Et si ça se passait demain, les Jeux paralympiques, on serait pas au rendez-vous. Mais bon, on a 2 ans encore pour rattraper le retard. Mais il faudrait quelqu'un comme toi, tu vois. Ouais, quelqu'un qui bouge les montagnes en 2 ans. Nous, on fait le maximum avec mon frère, notamment Mickaël, puis qui est lui, pour le coup, un porte-parole. Oui, puis qui a un petit peu d'énergie aussi. Qui a pas mal d'énergie, et puis qui a vraiment un porte-parole public de la cause. Il conseille Paris 2024, d'ailleurs, sur toute la dimension handicap et paralympisme. Donc, on fera notre maximum, et puis j'espère que les résultats seront bons. Donc attends, première entreprise familiale engagée en Andiamo, mais en fait ça vous a pas suffi. Tu t'es dit vous vous êtes dit. Ouais. C'était au même moment. Ok. C'était au même moment, c'était à 15 jours d'écart. Je pense que ça correspondait plus à des temps
psychique pour moi. Okay. Et donc, il y a eu cette idée de l'association Comme les autres. Donc là, l'idée, c'était d'organiser un séjour sportif à sensations fortes, mélangeant personnes handicapées et personnes valides, pour faire profiter à d'autres personnes handicapées que mon frère quelque chose qu'on avait expérimenté avec lui et positivement, qui était que tout en étant handicapé lourdement, on pouvait faire des activités à sensations fortes et que c'était particulièrement bon pour le moral. Donc on a organisé un premier séjour en mars 2011 à La Plagne et ça a confirmé notre intuition et même de façon assez spectaculaire. Du coup, on a recommencé l'été 2011 au bord de la mer et pareil, même cause, mêmes effets. Et là, on s'est dit, tiens, on tient un truc mais qui est un peu dangereux parce que des personnes donc, handicapées lourdement qui sortent de centres de rééducation et qu'on embarque pour faire du parapente, dit comme ça, ça n'est pas rassurant. Voilà. Alors, et ce qui se passe, c'est que c'est effet très fort de reprise de confiance en soi, très fort et très rapide de reprise de confiance en soi des personnes, de réconciliation avec leur corps, de réconciliation avec le monde valide. Et simplement, le problème, c'était l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire qu'après le séjour, on leur disait ciao, bonne route. Et le remède pouvait être presque pire que le mal. Alors en fait, il n'y a pas eu de difficulté puisque tout de suite, on s'est dit, OK, il faut qu'on garde le contact avec ces personnes, il faut qu'on les accompagne en réalité. Et donc l'association, son objet est devenu d'accompagner des personnes handicapées moteurs après un accident de la vie dans leur parcours de reconstruction, parcours qu'on dynamise par des activités sportives et à sensations fortes. Donc les activités en question sont devenues des outils d'un accompagnement social réalisé par des travailleurs sociaux professionnels. Ouais, c'est un sacré pari quand même. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays, mais instinctivement, tu te dis pas que tu vas te replonger en fait dans des sensations fortes. Et bon, après, moi, je n'ai jamais expérimenté ça, donc je ne peux pas savoir. Mais c'est l'idée de l'adage de remonter à cheval. C'est que, en fait, oui, il faut pas forcément immédiatement, mais c'est très, ça marche bien de se remettre à faire des choses, y compris dans le cas que j'évoque là, avec comme les autres, des choses qu'on n'aurait même pas osé faire alors qu'on était encore valide. Donc là, c'est extrêmement puissant en changement de regard sur soi-même, et donc de confiance en soi, et donc de rebond. Il va falloir choisir, parce que même si tu es rentré un peu dans le détail, changer la norme, c'est aussi se raconter comment une structure grandit financièrement. Il y a un angle assez économique et, j'allais dire, problématique, et enfin, dans le bon sens comme dans le mauvais sens du terme. Du coup, on prend comme les autres ton aventure familiale et globale, donc ça fait 10 ans. Ouais. Donc vous avez trouvé assez rapidement le modèle de ce que vous vouliez proposer. Mais comment vous l'avez financé ? Est-ce que c'est les personnes qui doivent payer quelque chose ou est-ce que vous avez fonctionné avec du mécénat ? Essentiellement jusque-là du mécénat. Tout début, ça a été un financement de ma propre entreprise pour que ça aille vite. Mais assez vite, on a trouvé des mécènes, donc essentiellement des fondations d'entreprises qui nous ont soutenus. On a été en 2016 lauréat de la France s'engage sur un budget de 600 000 euros à l'époque, alors qu'on avait un budget annuel de 300 000 euros. Donc ça doit aider. Voilà, donc c'était ambitieux et audacieux, mais on nous a fait confiance, notamment du fait de mon parcours entrepreneurial de changement d'échelle rapide. Donc il n'y a pas eu de crainte qu'on explose en vol grâce à ce soutien important. Et ils ont eu raison parce que ça nous a permis de commencer à nous développer territorialement, à commencer un essaimage territorial, à ouvrir des antennes en dehors de l'Île-de-France. Et puis on a continué comme ça à être soutenu. Notre structure de financement, c'est 80% de fondations d'entreprise, 10% de subventions publiques et 10% de dons de particuliers. Et là, on est en train de connaître actuellement un changement important, puisqu'on a été lauréat de 2 appels à manifestation d'intérêt pour des contrats à impact. Et donc, on est en cours de finalisation, de presque bientôt signature d'un contrat à impact. Pour y revenir, c'est un processus. On va peut-être faire un point pédagogique. C'est quoi un contrat à impact ? Un contrat impact, c'est donc un contrat qui existe en France depuis, je sais pas, 5-6 ans, non ? C'est anglo-saxon. C'est anglo-saxon anglais et ça a été commencé à être implanté en France en 2016. Donc l'idée, c'est que c'est un contrat tripartite. Ouais. Donc tu as un porteur de projet à utilité sociale ou environnementale. Tu as des investisseurs privés, en général, qui financent le projet et qui seront remboursés avec intérêt par le payeur final, qui en général est l'État, si les objectifs d'impact visés au contrat sont atteints. Concrètement, nous, c'est la BNP, la Caisse des dépôts et consignations, AG2R, Malakoff Humanis et INCO. Ah oui, donc c'est très multipartite quand même. Qui financent. Ouais, okay. Qui financent, c'est des montants importants aussi.
Donc, Ouais, tu peux dire combien ? C'est 4 millions d'euros, le nôtre. Là. C'est pas une petite somme. Non, surtout quand tu as un budget d'1,5 million. Mais c'est C'est peut-être 4 millions. c'est peut-être un signe, tu vas arriver à 4, tu vas vouloir 20. Ah bah oui, c'est pour 4 millions sur 3 ans. Ok. Donc il y a les investisseurs privés qui nous financent. Nous, on met en place notre programme, qui est un programme d'orientation vers l'emploi de personnes handicapées moteurs après un accident. Donc il y a vraiment un focus emploi par rapport à notre activité habituelle. Et ce sont le ministère du Travail et Bercy qui rembourseront les investisseurs avec intérêt si tous les objectifs qu'on a indiqués au contrat sont réalisés par nos soins. Donc là, tu es sur une thématique d'insertion professionnelle que vous pratiquiez pas avant ? Si, mais pas à cette échelle. Exactement, qu'on avait commencé à pratiquer, qui avait commencé à montrer ses résultats. Et le contrat impact, c'est l'occasion de déployer l'expérimentation, l'innovation et d'en mesurer l'impact pour éventuellement en faire une politique publique ensuite, puisque c'est ça l'idée en théorie du contrat impact. Et puis le retour à l'emploi, c'est pas... Je ne vais pas dire que c'est facile à mesurer, il faudrait peut-être pas exagérer, mais au moins, tu as une data quanti qui sert. Tout à fait, ouais, si, c'est effectivement. Parce que c'est un des enjeux, c'est de trouver quand même des choses qui sont faciles, pas trop dures à suivre pour pouvoir bien les mesurer. Donc effectivement, il y a aussi, comme tu le disais tout à l'heure, une logique de coûts évités. Dans notre cas, il y a des coûts évités donc en allocation au chômage, en AAH. Il y a des coûts évités de santé aussi. Des frais d'hospitalisation, de remboursement de psychotropes. Enfin bon, il y a plein de choses qui sont évitées pour la puissance publique et qui peuvent générer des économies en plus d'un service d'utilité sociale et humain, quoi. Tu reviendras nous raconter si tu es passé de 4 à 20 millions et de du coup 250. Non, tu as combien de personnes accompagnées là ? Là, on est à 150. Et on va être à 250-300 pendant 3 ans, mais ensuite, il faut qu'il y ait une suite, quoi. Il faut qu'on trouve de nouveaux financements, éventuellement publics. Plus toutes tes autres aventures. Bon, alors avec toutes ces années passées à œuvrer pour les associations et les causes publiques et l'intérêt général, comme tu t'ennuies un peu, tu t'es dit, tiens, je vais m'impliquer un petit peu dans des réseaux. Et je vais prendre parole et position, notamment au Move qui est, j'allais dire aujourd'hui, mais en fait ça commence à faire 2-3 ans que ça a changé de nom. Oui, c'était en 2020. Oui, donc il faut que j'arrête de dire aujourd'hui comme si ça datait ça datait d'hier. Oui, c'est récent, mais bon, le temps passe avec le mouvement Impact France. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça tenait à cœur de prendre un bénévolat comme ça de direction et puis aujourd'hui un porte-parole sur ces sujets-là? Moi, il faut savoir qu'avant même toutes ces expériences entrepreneuriales, moi j'étais un militant de l'altermondialisme. Pour moi, ensuite, l'entrepreneuriat social, c'était une façon de mettre en cohérence ma vie professionnelle avec ses engagements et puis aussi de saisir des occasions, des opportunités d'agir. Et finalement, m'engager pour le développement de cette autre façon d'entreprendre, de cet entreprendre utile. Et j'ai rejoint le mouvement des entrepreneurs sociaux, que j'ai découvert un peu par accident, parce qu'en fait, je voulais rédiger mon profil LinkedIn pour décrire ma façon d'entreprendre. Et j'avais besoin de ça pour aller prospecter pour mes nouvelles activités. Et j'ai défini ma façon d'entreprendre comme entreprendre responsable et solidaire. Puis je me suis dit, arrête, tu vas réinventer l'eau chaude, ça a dû déjà être travaillé. Donc je me suis mis à lire quelques livres, et notamment celui de Borello, Hazard, Bottelier de Poix, l'entreprise du 21e siècle sera sociale ou ne sera pas. Et je me suis rendu compte que ça s'appelait l'entrepreneuriat social et que quelqu'un y avait pensé. Voilà, quelques-uns le pratiquaient comme moi en fait, mais l'avaient en plus un petit peu théorisé, qu'il y avait même un mouvement qui existait, donc que j'ai rejoint. Donc je suis allé me présenter comme ça en bon bénévole de la cause. Puis après, j'ai rejoint le conseil d'administration. J'ai été président du mouvement des entrepreneurs sociaux entre 2017 et 2020. Et puis j'en suis toujours porte-parole. Donc ça s'appelle maintenant le mouvement Impact France, mais c'est le même mouvement. J'en suis toujours porte-parole dans les institutions de l'économie sociale et solidaire. Donc je suis membre du bureau du mouvement Impact France et porte-parole au sein du bureau. Donc je suis membre du bureau du Conseil supérieur de l'ESS et du bureau d'ESS France. Donc je suis toujours un militant actif. Et quand est-ce que tu
Mais en fait, Non, en fait, ça va. c'est une question Et en d'organisation. plus, il répond aux mails rapidement. Ouais, mais franchement, j'ai travaillé beaucoup plus que la moyenne dans mes premières années d'entrepreneuriat, entre 2004 et 2010, Bon, tu t'es un peu cramé. 11. Mais depuis, je T'as travaille trouvé ton comme tous les cadres supérieurs. Parce qu'en fait, dans toutes ces structures, je ne suis pas tout seul. Et puis, Non, j'allais dire que tu dois être bien accompagné, mais très bien accompagné. Il y a des directeurs dans chacune. Donc, non, j'ai pas du tout à me plaindre d'une surcharge de travail, quoi. Non, mais ça reste quand même beaucoup de choses. Mais c'est bien. C'est ce qui fait aussi la richesse de ton profil. Et du coup, je prends les derniers instants qui nous restent avec donc ce regard, parce que on peut pas nier, en fait, et je parle pas que du Move et d'Impact France, et j'arrive même pas à savoir si c'est significatif, parce que je pense qu'effectivement l'ADN reste, mais que nos sujets, si on prend le sujet de l'entrepreneuriat social ou d'entreprendre différemment, si tu rentres pas dans les cases spécifiques, entre l'image de l'ESS au moment de la sortie de la loi Hamon, alors l'image qui est déjà avec plusieurs clochers, etc., et aujourd'hui, mais peut-être parce que la société a changé, il y a eu quand même une évolution. Donc, c'était plus une remarque générale, même en termes d'image. Bon, je pense qu'il y a des modes, et Oui, qu'il y a des vagues, et qu'il y a eu quelque chose qui s'appelle la loi Pacte, et qui a mis, notamment dans sa phase préparatoire, le sujet entreprise et intérêt général à nouveau sur la table. Donc, depuis la préparation de la loi Pacte, on reparle beaucoup de ces sujets, avec la création de statut de société à mission, la raison d'être, etc. Donc, tout ça est revenu dans le débat public. Il y a un mouvement, alors il y a eu aussi le Covid, il y a la crise énergétique, donc c'est des choses qui ont favorisé la réflexion sur le sens de l'existence, le sens de l'entrepreneuriat. Il y a la thématique de la sobriété. Après, sur la place que ça prend réellement dans l'économie réelle, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup d'évolution et beaucoup de progrès. Je suis en train de regarder de près les chiffres et les statistiques, parce que là, on est en train de lancer collectivement le secteur un travail d'évaluation de la loi, et je suis pas sûr qu'on pèse plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans dans l'emploi et dans le PIB. Or, c'est ça qui compte, c'est-à-dire que si on veut vraiment transformer l'économie et la société, il faut que la part de cette économie-là qu'on pratique et qu'on promeut augmente dans le gâteau global. Sinon, ça veut dire que on est là toujours dans une niche, mais qu'on ne fait pas progresser la cause. Donc voilà, ça c'est un sentiment. Je suis en train de regarder ça de près, mais tu nous diras. Ouais. Et du coup, il faut. Mais est-ce que je t'emmène sur des chemins de traverse qui sont passionnants, mais il faudrait quand même que j'arrive à finir cet épisode avec la question, qu'est-ce que tu vois donc comme perspective? Toi, tu as l'impression que pour l'instant, le poids, t'attends de voir les chiffres pour voir si ça a changé, et est-ce qu'il y a des évolutions juridiques, législatives, des contraintes qui vont un peu, j'allais dire, bouger les lignes ou apporter des nouveaux éléments? Ah oui, on va fêter les 10 ans de la loi Hamon en 2024. Et on est fin 2022 et démarre là une phase d'évaluation de cette loi, donc de la loi ESS. Donc on va collectivement en tirer un bilan et puis des perspectives, et puis dresser des listes de courses pour la suite. En parallèle, il va y avoir peut-être la loi Pacte 2, avec aussi l'évaluation des dispositifs de raison d'être, de société à mission. Donc en fait, là s'ouvre une période de débat probablement intense sur l'économie de l'engagement, sur les entreprises engagées, sur les entreprises à impact, où chacun va prendre sa part dans le débat, et moi je compte y participer très activement, parce que j'ai un certain nombre de choses à dire et proposer pour que cette économie se développe, en fait, parce que pour moi, en réalité, elle a du mal à décoller, et notamment parce qu'elle n'est pas forcément définie suffisamment clairement, et parce qu'on a peut-être des petits sujets de cohérence aussi entre théorie et pratique. Donc je pense que si on résout ces petites choses, déjà on va pouvoir se déployer plus fort et plus haut. Tu nous tiendras au courant, on va suivre. Es-tu prêt pour les questions finales? Il faut que tu répondes rapidement, donc en une phrase. Alors la première question, je vais l'adapter à Comme les autres, comme ça sera moins confus. Quelle est la raison d'être de Comme les autres? C'est d'accompagner toute personne qui à un moment de sa vie se retrouve KO dans leur reconstruction, dans leur rebond, dans cette deuxième chance ou troisième ou quatrième qu'on a tous après un moment difficile dans la vie. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre?
Actuellement, Emmanuel Macron. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer? Un système de fiscalité bonus-malus pour les entreprises en fonction de leur engagement social et environnemental. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné? Fais ce que tu as envie de faire et amuse-toi. Et la chose la plus urgente à faire pour vraiment changer la norme? Fais ce que tu as envie de faire, si c'est utile, et amuse-toi. Merci beaucoup. De rien, c'était un plaisir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News, se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.